Bonjour, je m'appelle Éric Leblond, bienvenue à la Zone d'inconfort. J'ai l'impression que le rôle de spécialiste RH en entreprise a beaucoup évolué au cours des dernières années, mais je ne suis pas sûr par contre que les entreprises ont emboîté le pas et profitent pleinement de leur expertise. Donc, pour valider ça, j'ai parlé avec Maude Martineau et Mylène Jean-Saint-Gelais, qui sont deux conseillères RH dans leur entreprise respective. Alors, bon épisode! Moi, je vous ai invité, en fait, parce que moi, je suis pas vraiment un RH, comme on dit en tant que tel, parce que moi, j'ai appris sur le temps en tant que principalement chef d'entreprise et tout ça. Puis j'ai eu de la piqûre pour l'expérience employée. Puis selon moi, les performances passent beaucoup par les relations avec les employés. Fait que j'ai vraiment un gros penchant RH. Mais j'ai aussi travaillé dans des divisions de ressources humaines avant, donc je sais un peu aussi c'est quoi le métier. Sauf que moi, j'ai l'impression, je parle beaucoup avec des gestionnaires, puis j'ai l'impression que d'une entreprise à l'autre, les RH sont pas considérés de la même façon. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gestionnaires qui invitent les RH à la table de stratégique plus là, de l'entreprise. Puis il y en a d'autres, c'est genre, il y a un conflit avec les employés, on va l'envoyer dans les RH. On va l'envoyer au RH. Il y a une embauche à faire. J'ai besoin de 3 embauches. Embauche-moi 3 personnes. Tu sais, fait que c'est plus exécutant là, pour d'autres personnes. Fait que moi, je vous ai invité, toi, Mylène et Maude, pour parler un petit peu de votre réalité. Fait que je veux dire, tant qu'à avoir des perceptions, mais on va essayer de les valider. Là. Fait que voilà pour ça. Donc, toi, Mylène, tu es directrice de ressources humaines chez Back Office. Mm-hmm. J'avais dit que je n'avais pas nécessairement le dire là, mais je vais le dire. Maude Martineau, partenaire d'affaires ressources humaines Nexap, chez Nexap. Oui. Partenaire d'affaires, en passant, là, on dirait que c'est le nouveau terme à la mode pour les responsables de ressources humaines. Y a-tu un... Bien, moi, dans mon cas, partenaire d'affaires RH, c'est un synonyme dans mon rôle actuel de conseillère en ressources humaines. OK. Donc, dans notre équipe RH, il y a une directrice, puis moi, je suis la partenaire d'affaires en ressources humaines. Fait que je dirais que mes actions peuvent être stratégiques, mais je ne suis pas nécessairement je suis pas sur le comité de direction, par exemple. Non, OK. Non, exactement. Okay. Mais pour moi, conseillère en ressources humaines, partenaire d'affaires RH, de ma compréhension en moi... C'est la sémantique plus qu'autre chose. Oui, c'est ça, exactement. OK. Oui, bien, parce que moi, j'avais déjà travaillé dans une entreprise où, justement, j'avais une partenaire d'affaires qui était assignée à moi. Puis j'ai posé plein de questions sur qu'est-ce que tu fais, puis ça semblait être vraiment conseillère RH, mais en tout cas, je comprends qu'on évolue, puis les titres évoluent également. Là. Donc, merci d'être là. Ça fait plaisir. Grand plaisir. Fait que, en fait, je suis là pour valider un peu ma perception. Avez-vous cette impression-là que ça varie beaucoup? J'ai l'impression que la profession de RH, de directrice de conseillère ressources humaines, a beaucoup évolué avec les années, mais j'ai l'impression aussi que ça n'a pas évolué de la même façon à l'intérieur des entreprises. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai une mauvaise perception ou je n'arrive pas de le dire si c'est le cas, là? Bien, moi, je trouve que tu as une bonne perception. Puis c'est pour ça que j'avais envie de participer à ce podcast-là. Moi, j'ai eu un passage de 6 années dans le milieu industriel. Puis récemment, depuis 1 an, j'ai fait un passage dans le milieu service, tech. Puis c'est complètement différent. Ah oui? Oui, exact. Tu sais, la place qu'on occupe, les attentes, les besoins qu'on peut combler, c'est différent. Même, je pense, la compréhension de la direction qui est en place dans ces 2 univers-là, je la sens différente aussi. OK. Oui. Je peux peut-être apporter des exemples à tout ça, mais quand j'étais dans le milieu industriel... Dans les 2 cas, dans les 2 univers, j'ai un rôle qui vient accompagner les gestionnaires dans leur day-to-day, sur le terrain, tout ça. Mais j'ai l'impression que dans l'industriel, on est beaucoup plus dans les fondements puis dans la base là, d'accompagner pour l'accueil-intégration, pour ne serait-ce que d'approuver les feuilles de temps. Puis quand on rentre, en tout cas ça, c'est mon expérience, mais quand on rentre dans le milieu de la service comme niveau professionnel, j'ai l'impression que là, l'accompagnement est complètement différent. Là, moi, j'ai eu un
comme un constat, là, que là, on est plus en profondeur, de haut niveau. Tu sais, le genre de besoins que ces gestionnaires-là vont avoir, c'est, ben j'ai quelqu'un dans mon équipe qui veut améliorer son influence, comment je peux procéder, avec quel parcours, quel cheminement de développement on peut faire. Alors, dans l'industriel, j'avais pas du tout ces demandes-là puis ces questionnements-là. Là. OK, c'est peut-être qu'on peut s'interroger sur c'est peut-être une question de domaine également, de milieu. Toi, Mylène, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est fou que tu parles de domaine et de milieu parce que c'est là où je voulais aller. Oui. J'abonde dans le sens de mode, d'une part, mais aussi sur le fait que dans une ancienne vie, quand j'étais dans une firme de recrutement, on avait des clients qui disaient de domaine là, tout azimut. Et tout ce qui était dans le domaine, par exemple, de la construction, donc de l'industriel, qui fait un peu le lien avec le domaine dont tu parlais, je pense qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller au-delà des demandes de base et de comprendre en quoi les ressources humaines pourraient être intéressantes puis les amener à aller plus loin justement dans leur opération, dans leur vision stratégique. Puis je pense que les entreprises entre elles aussi se parlent beaucoup. Des entreprises plus petites, par exemple, n'ont pas toujours la possibilité d'avoir une personne à temps plein aux ressources humaines. Donc, on est quelques personnes à jouer dans les dossiers d'employés, dans les vacances et tout ça. Et là, quand quelqu'un aux ressources humaines arrive, on lui donne ce qui était fait jusqu'à maintenant sans penser plus loin sur comment cette personne-là pourrait amener le département plus loin. Donc, je pense que c'est toute une question d'entreprise, de domaine, mais aussi de culture. Moi, je serais curieuse, tu vois, de savoir ailleurs, dans d'autres pays, les ressources humaines, ça va jusque où? Très bonne, oui, une bonne question, effectivement. C'est peut-être vraiment différent, mais oui, clairement, ton impression, en tout cas, selon moi, n'est pas erronée. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un signe des temps également. Là. J'ai l'impression que je parle de la pandémie dans tous les épisodes de podcast que j'ai fait à date. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un avant puis un après pandémie. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression qu'au niveau des ressources humaines, il s'est passé quelque chose là, où les ressources humaines ont dû être beaucoup plus près du mieux-être des employés. Oui. Par la force des choses, là, parce qu'il fallait le faire, parce que ça tombait comme des mouches. Là. Fait que, est-ce que ça aussi, est-ce que c'est un fait également, ou est-ce que vous avez remarqué une différence dans cette période-là? Oui, bien, pour ma part, dans la pandémie, là, il y avait un gros aspect de communication là, à gérer. Parce que là, il y avait les normes, les règles sanitaires, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. J'ai comme oublié. Là, On veut oublier aussi. C'est ça, exact. Mais les règles sanitaires, nous, à l'époque, moi, j'étais dans un milieu où on restait au travail. Là. On était un service essentiel. Fait que là, c'était de jouer avec les horaires pour pas que tous les talents soient en même temps sur le plancher. Fait que ça a été beaucoup, beaucoup de communication. Puis on a perdu beaucoup de monde aussi parce que, bon, il y en a qui prenaient la décision de tout simplement quitter, là, tu sais, avec l'assurance là, qui existait à ce moment-là, le PCU, en fait. Oui. Fait que là, c'était comme aussi de recruter en continu. Fait que j'ai l'impression que pour certaines entreprises, ils se sont dit « Hey, il nous faudrait peut-être des RH ». Je pense que ça a ouvert la porte aussi ça a créé le besoin répondre à ce besoin-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, Maude. Puis j'ajouterais que je pense que ça a été le moment aussi où on a vu que à la base de toute opération qu'il y avait dans une entreprise, derrière, il y avait un humain. Puis qu'à partir du moment où on occupait cet humain-là, à cause de règles sanitaires, à cause de maladies, tu sais, il y a des gens qui ont trouvé ça vraiment difficile. Là. Oui. Là, on a fait comme, OK, le zoom est mis sur l'humain. C'est de lui dont il faut s'occuper en ce moment. Oui. Puis effectivement, ça a été un grand tournant. Énormément d'entreprises n'avaient pas de personnes au RH, n'avaient pas de département RH. Et quand la pandémie est arrivée, ça a été là que les gens ont fait « OK, on n'a pas le choix » parce que tout ce qui vient avec, toutes les tâches que la pandémie a apportées et ce qu'on voyait, ce qui s'en venait après, les gens ont réalisé qu'on n'avait pas le choix. Puis il y a eu effectivement un tournant qui a été vraiment pour le bon. Je pense qu'on l'a appris à la dure, malheureusement. Mais je pense qu'aujourd'hui, plusieurs entreprises ressortent gagnantes d'avoir eu ces réflexes-là puis de les avoir mis en branle, en tout cas, pour les adopter puis les avoir à plus long terme. Oui. Puis aussi, au niveau tu parlais de la culture, là, est-ce que les RH, puis là, je vais dire les RH, c'est un peu réducteur, là, mais tu sais, quand même, on va simplifier les choses. Là. Mais est-ce que les RH, c'est le défenseur de la culture et le porteur de la culture d'une entreprise? Parce que j'ai déjà eu ce débat-là avec un gestionnaire, puis j'ai ma petite idée là-dessus, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que
Parce qu'on attache aussi beaucoup ça avec les ressources humaines. Là. Oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ben moi, je pense que ça repose pas uniquement sur les RH, là, dans le sens que on a beau vouloir avoir une idée, en tout cas une culture qu'on veut amener, mais si les gestionnaires y croient pas, si la haute direction y croit pas, puis ils sont pas là, ben je vois difficilement comment ça peut reposer sur un seul département ou en tout cas sur les RH. Là. Selon toi, faut que ça parte de la tête, en fait. Oui. Okay. Moi, j'ai cette opinion-là que, tu sais, comme où ce que je fais actuellement, on a une culture du feedback, bien, ça part d'en haut, puis après ça, bien, tout le monde autour, les gestionnaires, les leaders de l'entreprise, s'assurent que ça soit intégré, implanté, connu là, dans l'entreprise. OK. Fait que moi, c'est ça. Mon opinion là-dessus, c'est que ça repose pas uniquement sur les RH, mais c'est une responsabilité partagée. Oui. Au-delà de ça, même, moi, je dirais que c'est pas une responsabilité, mais c'est aussi, les employés en font également partie. Il y a 2 parties à ça que je vois. Par exemple, si on voulait travailler la culture d'une entreprise actuellement et qu'on n'avait pas d'embauche à venir, on prendrait les gens qui y sont et chaque personne avec sa couleur viendrait teinter cette culture-là, soit parce qu'ils sont déjà comme ça puis qu'ils correspondent à ce que les dirigeants, eux, veulent amener, puis on va les encourager dans ce sens-là parce que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Ou on a une culture qu'on a actuellement, qu'on aime bien, et on va recruter les gens en fonction du fait qu'ils correspondent ou non à cette culture-là. Mm-hmm. Donc, c'est pas eux qui vont la réfléchir, la mettre de l'avant, ni avoir une vision par rapport à ça. Donc ça, j'abonde dans ton sens. C'est les gestionnaires qui vont dire « Hey, on a envie que notre entreprise puis la culture qui règne, ce soit ça. » Cela dit, les RH accompagnent là-dedans. Je pense que c'est souvent les RH qui sont un petit peu les gens de cheerleader de cette culture-là, Parce petit rappel. Ils ont peut-être une sensibilité plus naturelle par rapport à la culture, effectivement. Ouais. Exact, mais je pense que tout le monde y participe. Et à partir du moment où quelqu'un dans une équipe a plus le sentiment de correspondre à cette culture-là, les gens s'en vont. C'est une des raisons pour lesquelles les gens quittent énormément, tu sais, plus avoir le sentiment de correspondre à l'entreprise, à ce qu'elle véhicule, à ses valeurs, à tout ce qui englobe la culture. Donc, je pense que tout le monde en fait partie, certainement, mais tout n'est pas sur les épaules des RH. Et il faut pas, je pense, là, honnêtement. C'est un gros mandat. Bien, je suis d'accord avec toi, tu sais, quand il y a des... Surtout, on le vit, là, quand il y a des acquisitions d'entreprises, là, une nouvelle entreprise qui fait l'acquisition, il y a quand même beaucoup de gens qui passent, puis le discours, c'est, ben la culture a changé, puis moi, je ne fit plus là-dedans, tu sais. C'est vrai. Mais tu sais, j'ai posé cette question-là parce que des fois, je vois des titres RH et culture. Oui. Puis là, je me dis, je suis un peu d'accord avec vous que la culture, là, vraiment, pour moi, c'est que ça part des boss. C'est-à-dire que si les boss n'incarnent pas cette culture-là, c'est sûr que ça ne se suivra pas en bas ou ça va être très chaotique en dessous. Fait qu'il faut que ça parte des boss, c'est-à-dire qu'il faut que les boss y croient en premier, puis après ça, tu t'arranges pour spreader ta culture, puis faire en sorte que les gens embarquent dans ta culture, là, selon moi. Donc, ça ne repose pas nécessairement sur... Il ne faut pas que les réflexes culture viennent nécessairement des RH. Je trouve que ça ne serait pas fair de vous mettre ça sur les épaules, en fait. Là. Puis moi, personnellement, en tant RH, quand je magasine mon futur défi professionnel, bien, c'est sûr que je vais choisir des valeurs, une mission, une vision qui me correspond puis que j'ai envie de contribuer à cette culture-là. Fait que c'est pour ça que je le vois comme qui part de la direction. Oui. Je peux vous confirmer qu'il va y avoir un épisode uniquement sur la culture parce que c'est fondamental. Puis c'est souvent la chose qu'on met un peu de côté, qu'on oublie rapidement en entreprise. Pour toutes sortes de raisons qui peuvent être justifiées, là, mais en tout cas, on pourra peut-être en reparler. Je passe un peu du coq à l'âne, mais le développement organisationnel. J'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de chevauchement entre les RH et le développement organisationnel. À un moment donné, moi, j'étais en entreprise, je faisais des RH, c'est-à-dire je faisais des embauches, l'onboarding, tout ça, je m'occupais des gens, puis... un moment donné, j'ai travaillé sur l'organigramme de l'entreprise et tout ça. Puis là, quelqu'un m'a dit « Ouais, mais tu fais du DevOps. » Je dis « C'est quoi ça, du DevOps? Développement organisationnel. » Puis ça, on tombe plus dans l'organisation des ressources en tant que telle. Pour vous, est-ce que ça fait partie de votre job, ça? Est-ce que vous touchez à ça? Est-ce que vous comprenez un petit peu la différence entre les deux? Pour moi, c'est encore un peu flou. Là. Oui, bien, tu parlais tout à l'heure des entreprises qui accordent un rôle stratégique davantage au RH. Je pense qu'on est exactement là-dedans. Puis tu vois, j'ai la chance, puis le fait de dire j'ai la chance, c'est pas banal. Là.
au sens où je le sais que c'est pas ça partout. Mais j'ai la chance dans l'emploi où je suis en ce moment, chez Back Office, d'avoir des gestionnaires qui ont de plus en plus le réflexe de se retourner vers les ressources humaines. Et tu vois, c'est fou, tu as parlé d'organigramme, mais récemment, un des gestionnaires m'a dit, j'étais en train de faire le plan d'organigramme tout seul. Puis j'ai fait, voyons donc, je suis pas en train de discuter de ça avec Mylène. Mylène, elle connaît bien les gens, elle connaît leur profil, soit parce qu'elle a travaillé avec eux, soit parce qu'on a eu des tests psychométriques, des choses comme ça. Elle a une vision globale, elle peut comprendre où vont les ressources selon leur profil. Et pour lui, ça devenait vraiment clair que c'était une plus-value que je puisse participer à cette tâche-là. Et je pense qu'effectivement, ça touche le développement organisationnel et je pense qu'on n'exploite pas assez les ressources humaines dans le développement organisationnel pour voir toute la plus-value qu'il peut avoir à plusieurs endroits. Puis c'est vrai que ça peut être flou là, pour certaines personnes qui l'ont jamais expérimenté de se dire qu'est-ce que ça va apporter réellement. Mais je pense qu'une fois que tu l'as fait, tu peux voir ce qui en ressort vraiment. Oui. Moi, la difficulté dans le développement organisationnel, je ne sais pas si, Mylène, tu le vis, là. Dans mon passé, j'étais comme seule au RH, là, généraliste, avec 110 talents là, dans l'entreprise. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression que le développement organisationnel, c'est important, mais j'ai l'impression que ça prenait un peu le bord parce que là, quand tu es seule, tu as 1001 dossiers à gérer. Tu choisis tes combats. Hein, c'est ça, exactement. Ouais, je comprends. Alors que quand tu es une équipe, tu sais, comme là, je suis plus sur le terrain, j'ai l'impression que la personne qui est avec moi, elle est plus dans ce rôle-là de développement organisationnel. Okay. Plus ça se sent plus à temps plein là-dedans. Là. Et toi, c'est quelque chose que tu aimerais aborder un peu plus, le développement organisationnel, ou bien si, parce que tu sais, ça dépend des intérêts de chacun aussi. Oui, mais j'ai encore plein d'affaires à apprendre sur le terrain. J'ai des croûtes à manger, là, je trouve, avant. Fait que je préfère encore avoir... développer ton expertise. Oui, c'est ça, exactement, oui. Okay. Mais c'est vrai que c'est un peu du gravy. Au sens où, effectivement, c'est un conflit entre deux personnes qui travaillent ensemble. Les évaluations annuelles n'ont pas été faites, puis il y a la période des vacances qui s'en vient. C'est sûr que réfléchir à l'organigramme, c'est pas la priorité. Oui, c'est un peu dans... Oui, c'est ça. C'est dans la pyramide de besoins. Bien sûr. En premier, il faut que tu t'assures que ça soit fait. Là, je comprends. Mais quand tu as la chance de le faire, c'est vraiment chouette. Mais je pense que ça lève un petit peu. Tu parlais que tu étais tout seul pour 110. J'ai vu souvent des entreprises où il était 80 puis il y avait 2 personnes maximum. Pour moi, le ratio n'est pas très bon de ce côté-là. Si on veut que les ressources humaines prennent plus de place, ben il faut se donner... comment on dit ça? Se donner nos moyens. Oui. Faut se donner... j'ai un blanc complètement. Oui, moi aussi. J'aurais aimé ça vous aider. Faut se donner l'ambition de nos moyens? Les moyens de nos ambitions. À 3, on l'a eu. OK. Zone d'inconfort, on l'a dit tantôt. Mais moi, je pense que c'est ça, parce que ça, tu sais, à un moment donné, tu peux pas demander au RH de s'occuper de développer des talents, comme on voit aussi souvent, la culture, l'expérience employée, puis tout ça. Je pense que les RH ont le dos large beaucoup pour certaines personnes. Ou aussi quand on se promène sur LinkedIn, ben, tu vois les gens qui sont en RH puis qui mettent ça très, très large. Puis je me dis, no way que cette personne-là est capable de faire tout ça, tu sais, en entreprise. À moins vraiment qu'il soit dans une équipe de 10 personnes puis que, tu sais, ça roule beaucoup. Ça, ben, je pense qu'il y a comme 2 indicateurs dans le sens que il y a des entreprises, mettons, qui attendent d'avoir 60, 80 employés avant de dire « Ah, il nous faut un RH ouais. ». Il y a des entreprises qui sont 12 puis ont quelqu'un au RH. Oui. La sensibilité est différente selon certaines personnes. C'est ça. Puis là où j'étais avant, 110 employés, 1 personne. Et là où on est actuellement, 83 RH, c'est complètement différent. Fait que là, c'est sûr qu'on devient un petit peu plus niche, spécialisé, puis on a le temps d'approfondir des choses quand on est plus. Oui. Donc, toi, vous êtes 3 chez vous? Oui, c'est ça, exact. Est-ce que toi, t'es seule? Ou... Moi, je fais le rôle de direction, puis j'ai une technicienne administration et ressources humaines avec moi. OK. Honnêtement, ça fait toute la différence. Là. C'était quelqu'un qui était à temps partiel précédemment. Et là, depuis la fin de ses études en janvier, elle est là à temps plein. Et effectivement, ça fait en sorte que c'est quelqu'un à qui j'ai pu relayer des tâches qui sont plus récurrentes. C'est ça. Et là, moi, je peux me permettre d'être davantage... un peu de ça puis reculer un peu. Là. Exact. C'est d'aller dans de la création, dans de l'analyse, quelque chose, d'un peu plus stratégique, ne serait-ce que de l'amélioration continue qu'on n'a pas le temps de faire quand les tâches quotidiennes nous...
prennent tout notre temps. Là, ouais. Si vous appréciez les discussions du balado, je vous conseille fortement de vous procurer Leader, un livre que j'ai écrit principalement pour parler des zones d'inconfort en milieu de travail vécues par les gestionnaires, mais aussi par les employés. Donc, c'est disponible dans toutes les librairies et j'ai placé le lien en description. Et, c'est quoi qui fait une bonne conseillère RH, une bonne directrice RH? C'est quoi les qualités que ça prend? Je pense que c'est pas un secret, là, en fait. Là, je pense pas ouvrir une caverne ici aujourd'hui, mais ce que j'ai appris à travers les années, puis ça, je l'ai appris, j'ai envie de dire, à la dure, parce que j'étais pas quelqu'un qui avait nécessairement énormément d'écoute. Puis je pense que l'écoute, c'est primordial. Et le fait d'être capable de s'adapter. Et là, s'adapter, j'ai vraiment envie de le dire au sens large, au sens t'adapter à ton contexte, t'adapter à la personne avec qui tu as cette tâche, cette discussion-là. Tu n'aborderas jamais de la même manière un sujet avec une personne qu'avec une autre de par comment elle est, quel parcours elle a eu, quelle tâche elle occupe en ce moment, est-ce qu'elle comprend tout ce qui est la partie stratégique de l'entreprise ou c'est des connaissances qu'elle n'a pas, donc ça ne sert à rien d'aller là parce qu'il va manquer des connaissances, il va peut-être avoir de la frustration. Tu sais, je pourrais continuer comme ça encore vraiment longtemps. Donc, honnêtement, là, écoute et adaptabilité seraient les deux qui viennent ouvrir énormément de choses. Avec ces deux-là, ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités puis une belle capacité à être capable de jouer avec plusieurs situations. Moi, je vais y aller avec compréhension, mais je rejoins avec ton point d'écoute, dans le sens que moi, au départ, quand j'ai commencé en RH, j'étais très pro-employé, là, tu sais, comme je veux tout donner aux employés, puis... T'es une représentante syndicale. Oui, c'est ça, exact. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette sensibilité-là aussi. C'était comme, pour moi, quand je suis sortie de l'université, c'était ça ma compréhension de mon rôle. Puis avec le temps, tu sais, où j'étais avant, ils m'ont fait une belle plage, j'ai commencé à rentrer dans le comité de direction, je me suis collée plus aux propriétaires d'une entreprise, puis de rentrer dans leur tête, puis d'avoir une compréhension de c'est quoi leur réalité à eux, et d'avoir une compréhension pour la réalité talent, employé. Fait que ça m'a aidé, je trouve, à me frayer un chemin, puis à faire ma place, puis à créer aussi des liens de confiance. Fait que compréhension, mais ça passe aussi par l'écoute, là, je pense, la compréhension. Fait que ça t'a aidé à développer ta vision 360. Oui, exactement. Vraiment, Effectivement, parce que je pense que t'es pas la seule qui a le réflexe de se dire hey, « moi, je vais être une défendresse. » Mais en même temps, tu vois, j'ajouterais le fait d'être objectif parce que quand tu sais, le rôle RH est souvent d'être pas un médiateur, mais tu sais, pas loin, dans le sens de il n'y a aucune situation entièrement à l'avantage de l'employé, entièrement à l'avantage de l'employeur. Tu sais, fait que c'est toujours de trouver la ligne fine entre tout le monde est respecté, tout le monde trouve son compte, puis d'être super objectif et équitable là-dedans. Donc, effectivement, tu sais, c'est d'être compréhensif. On est comme entre l'arbre et l'écorce. Tout le temps. Souvent, c'est pas noir, c'est pas blanc. On est toujours en naviguant dans des zones grises. Puis c'est là que je pense la mission, vision et valeur d'une entreprise qui sont souvent auscultées un peu est fondamentale parce qu'au moins, dans ce genre de situation-là, là, tu peux te rabattre sur quelque chose qui est plus objectif, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à notre vision, est-ce que ça correspond à notre mission, puis ça nous ressemble-tu, là. Donc, ça, c'est important. Mais c'est drôle que tu dises, tu parlais du côté, moi, je suis plus du bord des employés. Il y a quelqu'un que ça faisait 2 mois que j'étais en poste dans une job RH, puis un employé me dit, en tout cas, là, Éric, je suis tellement content que tu sois là, parce que pour une fois, j'ai l'impression que les RH sont de notre bord. J'ai dit non. Je suis pas de ton bord, puis je suis pas le bord des boss non plus. Moi, je suis le bord du gros bon sens, puis tu sais, la bonne chose à faire. Tu sais, fait que je pense qu'il y a aussi une incompréhension peut-être de ce côté-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, d'employés qui s'imaginent que les RH sont à la solde des patrons. Oui, absolument. Je l'entends souvent, moi. Mais fait que c'est vrai que vous êtes entre l'arbre et l'écorce beaucoup, là, parce que vous devez vous retourner vers les patrons pour défendre les employés un peu, puis vous devez défendre aussi la vision des patrons également auprès des employés. Fait que c'est pas facile quand même. Et tu vois, tu sais, tout à l'heure, tu disais jusqu'où va le rôle des RH. On n'a pas toujours le temps, mais augmenter l'éducation de part et d'autre. Tu sais, au sens où c'est important. Tu sais, l'employeur, là, il n'est pas sur le plancher, lui. Tu sais, puis sur le plancher, je le dis au sens large, là. Je veux dire, il n'est pas dans le bureau des personnes, il ne fait pas le travail. Bon,
lui non plus, il n'est pas plus au courant de la réalité de chaque petite chose qui arrive dans le milieu de travail de tous ces gens-là. Ben absolument, tu sais, lui, je veux dire, il a ses tâches à lui de son côté, puis sa vision à lui qui est bien souvent dans un comité de direction tellement plus macro. Puis de l'autre côté, les employés, eux, ben ils ont leurs choses à faire, puis ils n'ont jamais eu l'expérience d'avoir, tu sais, tout le budget, tous les impondérables, tu sais, tout ce qui vient jouer, telle loi, telle soumission de tel... Bon, et quand il y a des situations qui se présentent, puis j'ai la possibilité, moi, d'éduquer les gens puis d'expliquer, d'aller jusqu'à, ben voici ce qu'on avait comme embûche, voici ce qu'on a réfléchi, et c'est ça qui apparaissait le mieux dans la situation, et vice-versa. Fait que tu vois, moi, je rajouterais le rôle d'éducateur pour que les gens se comprennent mieux. Puis avoir le réflexe de donner du contexte tout le temps, là, parce que ça, c'est bien important, parce que oui, effectivement, il y a un bon décalage entre la réalité des patrons puis la réalité des employés. Là. C'est vraiment deux sets de réalité bien différents, là, je comprends. Puis ça me rappelle, quand on parle d'être entre l'arbre et l'écorce, ça m'amène à une stat que j'ai relevée, puis qui résume à peu près beaucoup de stats que je vois passer depuis quelques années. 59% des professionnels RH canadiens se disent en burn-out. C'est nettement plus élevé que la moyenne nationale des autres professions, qui est de 47%. Je trouve ça un peu intense, 59% en burn-out, là. Parce que pour moi, le burn-out, tu peux difficilement aller plus bas que ça. Là, mais bref, je pense que ça en dit quand même beaucoup que c'est très demandant. Pourquoi vous pensez que ça l'est? T'sais, on a parlé depuis le début un peu, là, que c'est quand même... mais tout le monde ils vont me dire qu'ils ont une job qui est demandante. Là. Ouais. Mais comment on peut expliquer ça que les RH, c'est plus demandant? C'est parce qu'il y a la pression de trouver les bons employés, que ça repose beaucoup sur vos épaules, la pression de faire évoluer ces employés-là, même au niveau de la performance de ces employés-là, qu'ils soient heureux au travail et tout ça. C'est-tu cette pression-là qu'on se met en tant que conseillère RH? Bien, moi, j'ai l'impression, de par mon expérience, que la charge mentale est très grande, dans le sens qu'il y a beaucoup d'autres tâches connexes qui rentrent dans la catégorie RH. Bon, on n'a pas personne qui s'occupe des TI, les RH, toutes les commissions de l'entreprise, des fois même l'entretien du bâtiment. Tu sais, certaines tâches vont embarquer dans les Donc, RH. des tâches administratives qui ne sont pas nécessairement dans le rôle de l'administration en tant que tel. Oui, c'est ça, exact. Puis moi, en ce moment, dans mon rôle, j'en fais, puis j'aime ça, puis ça me fait plaisir, mais c'est sûr que ça ajoute à la charge mentale, je trouve. C'est pas que c'est compliqué à faire, mais ça reste que ça tout doux, là, ou la journée. Des fois, il y a des affaires urgentes à travers tout ça, là, tu sais, comme je m'occupe des ordinateurs. Bien, s'il y a un ordinateur qui brise, c'est comme, OK, la personne ne peut pas continuer de travailler, fait qu'il faut que je quitte ce que je fais, puis j'embarque. Fait que ce tourbillon-là peut devenir assez lourd, je trouve. C'est ça que tu disais quand tu parlais des TI tantôt. Oui, c'est ça. Quoi, elle fait de la directrice des TI? Non! J'étais là, je dis, mon Dieu, je comprends pourquoi il y a 59% de burn-out, là, mais OK, oui, tu t'occupes du parc informatique. Oui, c'est ça, c'est vrai que ça revient souvent dans les mais ça revient à ce que tu disais tantôt. On a commencé en disant... Moi, j'ai l'impression que dans toutes les entreprises, le rôle n'est pas clair. Mais c'est exactement ça. Puis, le rôle n'est pas clair. Il n'y a pas des balises. C'est pas un carré de sable très, très, très établi. Ouais. Et donc, quand la tâche arrive et qu'elle est connexe et qu'on trouve que ça n'a vraiment pas rapport avec la comptabilité, mais la personne au RH, elle va prendre ça. Ouais. Parce que tout, finalement, touche les talents. Fait que là, c'est comme... les RH, eux autres, sont reliés aux talents. Fait que ça va aller dans ce département-là. Dans le fond, c'est vrai que le cerveau, il fait un peu ce chemin-là, effectivement. Ouais. Puis aussi, je vais dire peut-être quelque chose qui est complètement faux, là, mais pour moi, les personnes au RH, c'est des personnes qui ont une sensibilité humaine peut-être plus marquante. Fait que généralement, c'est des bonnes personnes qui sont willing, qui sont accueillantes. Fait que, on va aller voir cette personne-là. Dans notre tête, elle dit pas non, puis oui, elle est toujours... Puis c'est pas parce que vous êtes faible nécessairement, là, mais si vous êtes des gens qui accueillent là, beaucoup les gens. Je voulais justement aller là. Je savais pas où tu allais aller il y a 1 minute, mais ce que je voulais dire, c'était, je pense qu'il y a une responsabilité aussi dans
dans les personnes qui sont RH, de peut-être avoir une difficulté de dire « Hey, malheureusement, ça, ce n'est pas mon mandat. Et en ce moment, avec la charge que j'ai, je pourrais pas faire ça. Ouais. » Fait que, tu sais, c'est un peu comme un cercle vicieux, là. La personne n'est pas capable de dire non, donc on continue de lui en donner, elle dit pas plus non, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, là. Il y a des responsabilités des deux côtés. Ouais. Ben, ça vient un peu, tu sais, quand tu parlais d'éducation tantôt, ben, c'est gens éduqués sur ton rôle en même temps, puis dire, bon, vois-tu, moi, j'ai toutes ces tâches-là à faire, tu m'as demandé ça dans 2 semaines. Il y en a une couple qui va faire laisser tomber si tu me demandes ça en plus. Là, je pense que c'est ça aussi. Mais ça, je te dirais que ça, c'est le problème. Moi, en tant que consultant, c'est le problème que je rencontre dans toutes les entreprises. Tu sais. Les gens qui disent « Ah, j'en ai trop. » Je dis « Mais pourquoi tu en as trop? » C'est parce que peut-être tu acceptes tout. Tu absorbes tout. Puis c'est ça qui est... Fait que je pense que c'est un peu ce genre de problème-là. Oui, c'est ça. C'est un premier point. Deuxième point, je pense que des fois, il y a des talents qui vivent des situations difficiles et tout. Puis là, ben, on a fait, nous, en tant que RH ou avec le gestionnaire, on a mis des actions en place, on a donné les outils. Puis à un moment donné, on atteint comme un plafond de... Tu sais, en tant qu'entreprise, à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter aussi. Tu sais, quelqu'un qui va pas bien, on lui a donné des congés, on l'a écouté. Tu sais, on a pris plein d'actions. Puis des fois, j'ai l'impression que le talent nous remet, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? J'ai l'impression que des fois, on donne 1 kilomètre, puis la personne prend 5 kilomètres, Oui. 10 kilomètres. Puis là, moi, perso, ça me met une pression. OK, ben qu'est-ce que je peux faire d'autre pour aider cette personne-là? Puis j'ai l'impression que la responsabilité, elle est grande. Puis est-ce qu'elle devrait être aussi grande que ça? Oui, c'est ça. Où tu traces la ligne, ça, c'est un bon point, là, parce que ça, j'ai vécu ça souvent dans des entreprises, tu sais. Un moment donné, avec la pandémie aussi, ça m'a donné, c'est qui est responsable du bien-être de la personne? Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est pas nécessairement l'employeur, tu sais. Fait qu'il faut que l'employé s'aide un petit peu là-dedans aussi, mais comment tu dis ça à l'employé? C'est vraiment, c'est touché. C'est souvent à vous que ça revient, cette responsabilité-là, de parler à l'employé. C'est ça, quand le gestionnaire a fait ce qu'il fallait faire, bien là, souvent, ça l'escalade. Puis là, on travaille en collaboration avec le gestionnaire, mais tu sais, j'ai eu un cas par le passé, que quelqu'un qui vivait une situation très difficile. Tu sais, on a donné des semaines de congé, on a même... on l'a aidé financièrement. Il y a plein d'actions qu'on a faites, mais à un moment donné, la personne doit faire aussi son bout de chemin. On n'est pas un organisme ou... c'est peut-être un peu cru dit comme ça. Non, mais je te comprends. Et puis je pense qu'il faut le dire à un moment donné parce que on le voit pas, puis c'est pas parce que l'employé est mal intentionné ou que les patrons sont mal intentionnés. C'est genre aussi que tu traces la ligne, puis peut-être que l'employé a une meilleure écoute au travail qu'à la maison aussi, fait qu'il va être porté à aller chercher de l'aide au travail et tout ça. Fait que l'être humain est complexe, hein, fait que c'est ça, puis c'est fascinant en même temps. Là, fait que je peux comprendre, ça peut être... Cette ligne-là qui est dure à délimiter, ça l'apporte... je pense qu'on rapporte ça à la maison en tant qu'RH, puis on se creuse la tête comme qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Fait que ça peut peut-être apporter, justement, répondre à la question de qu'est-ce qui est difficile. Là, si des fois on peut porter... je trouve apporter un petit peu pas les malheurs des gens, mais un petit peu ce qui se passe au bureau puis ce qui se passe chez les gens au bureau. Là. Je comprends. Si on parle de vraiment de votre quotidien, là, moi, à chaque fois que je rencontre des employés dans une nouvelle entreprise, je leur pose 2 questions. 3 questions, en fait. Dans quoi tu es bon? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as y faire? Fait que je vais vous poser la question... C'est quoi qui vous gosse le plus dans votre travail, dans votre quotidien de conseillère RH? Clairement, quand on banalise le rôle que les RH peuvent avoir. T'sais, je pense sincèrement que pour plusieurs personnes, des RH, ça fait juste autoriser des feuilles de temps, dire oui ou non à des vacances, puis c'est tout. Ça, je trouve ça vraiment plate. Par contre, je pense que c'est pas nécessairement malveillant. Je pense que les gens sont peut-être juste ignorants au sens où ils savent même pas réellement c'est quoi notre description de tâche. Puis c'est correct, là, chacun a ses choses à faire. Mais ça, je pense que c'est ce qui mérite le plus. Le reste, je trouve que ça fait partie de la beauté de travailler avec des humains, qui gèrent des humains, qui travaillent avec des clients qui sont des humains. Tu sais jamais ce qui te pend au bout du nez. Puis si on a envie de collaborer ensemble, on peut aller bien loin dans ce qu'on peut faire avec X situation. Ouais. Mais réduire le métier ou ça mérite. OK. Oui, même chose pour moi. Dans certaines situations, j'ai senti qu'on sous-estimait.
Puis que moi, j'étais comme, mais je peux donner plus, là. J'ai un exemple en tête. À un moment donné, on organisait un gros week-end d'inventaire, là, que tous les employés devaient se mobiliser. Puis là, on a une rencontre parce qu'il y a plusieurs actions qui sont rattachées à ça. Moi, j'étais bien contente. J'étais comme, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis on m'a comme assigné la commande de pizza. J'étais comme, hey, je peux comme tellement faire plus. Mais t'es pas tout seul. J'ai eu ça souvent, ça. Ben oui. Puis là, je me dis, j'étais fâchée sur le coup intérieurement, là. Mais je me suis dit, il y a peut-être aussi à moi une responsabilité de dire, voici où ce que je peux m'imbriquer dans votre... tu sais, il y a ça aussi qu'il faut faire sa place. Oui, il faut prendre sa place aussi, oui, c'est ça. Mais sur le coup, c'est quand même frustrant de pas tout le temps voir tout notre potentiel qu'on peut apporter, là. Mais la pizza, était-tu bonne au moins? Elle était bonne. Ah bon, oui. mais regarde, mais tu vois. ça me faisait plaisir de faire cette tâche-là, mais je peux faire autre chose. Oui, non, je comprends. Je comprends, mais je pense que c'est ça quand on parle là, de éducation, c'est notre responsabilité aussi, c'est genre dire, regarde, mais tu sais, je te dis pas ça à toi, là, mais tu sais, moi la commandé ta pizza, là, mais tu sais que je peux aussi aider dans ça aussi. Fait que oui, c'est pas facile en même temps prendre sa place, puis tu sais, faire le pas en avant, puis tout ça. Fait que, mais je pense que c'est en train de changer, là, tu sais, quand on parlait du rôle des RH, je pense que collectivement, on commence à penser plus que les RH devraient se rapprocher beaucoup plus des décisions stratégiques de l'entreprise. Je pense que ça gagnerait beaucoup. C'est pour ça que j'ai invité des gens comme vous, parce que je trouve qu'ils sont un peu barouettés, les RH en entreprise. Puis je trouve ça dommage, parce qu'il y a un potentiel énorme au niveau stratégique. Là, fait que c'est ça. Ben moi, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais parler. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter. Ben écoute, si on déborde du sujet, on peut être ici encore 3-4 heures. Là. Oui. Ah non, ça, j'étais... ça, mais c'est sûr. Moi, j'ajouterais quelque chose de vraiment intéressant. Tu sais, la fille zéro humble. J'ai envie d'ajouter quelque chose de très intéressant. T'as de la pression. Là, c'est aussi bien d'être intéressant. Là, ce que tu disais, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Pour vrai, ça fait 10-11 ans que je suis dans le domaine. Clairement, la différence, je la vois. Et il y a eu un déclic quand j'ai assisté à une conférence sur le choc des générations. Et ça s'est parlé de plus en plus dans les dernières années. Et récemment, je lisais sur quelles seront les grandes tendances à RH de 2026. Oui. Puis il y avait ça, il y aura un choc générationnel très grand, qui se vit déjà, je trouve, là, et qui s'est toujours vécu un petit peu, mais qui va être très grand. Et je pense que la génération Z clash énormément avec les générations Boomer ou X. Tu as remarqué ça? Oh mon Dieu, énormément. Génération Boomer X, on vivait pour travailler. OK, tu parles Boomer X, tu ne parles pas d'Y nécessairement. Non. Plus Z avec... Ouais. OK. Y, elle se situe un petit peu entre les deux, elle n'est pas à l'aise. C'est pas clair encore où est-ce qu'elle se place. Je trouve, personnellement, évidemment. Puis c'est des généralités, là. Dans Génération, il y a le mot. Oui, donc, c'est pas... Oui, c'est ça, générique. Donc, c'est pas pour tout le monde. Mais puis la génération Z, elle travaille pour pouvoir vivre. Et là, c'est en train de changer énormément de choses dans les milieux de travail. Et je pense que le changement passe aussi par ça. Parce que les gens ont envie de se faire reconnaître comme étant un humain qui vient travailler pour ensuite aller vivre tellement d'autres choses. Ouais. Donc là, on se concentre sur autre chose que ce sur quoi on avait le focus précédemment. Ouais. Je pense que ça, c'est une des grandes raisons pour laquelle il y a un grand changement qui commence, là, puis qui va aller encore vraiment fort dans les prochaines années. OK. Toi, c'est intéressant, finalement? Oui. Ça ouvre une porte, en fait, parce que je trouve ça intéressant de parler des générations. Là. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Maud? Tu sais, par rapport à ce que la mentalité change et tout, moi, ça fait 10 ans là, que je suis en RH. Puis je trouve que la communauté fait plus de bruit aussi. Tu sais, avant, on n'avait pas de groupe d'entraide, ça n'existait pas. En tout cas, pas au début quand j'ai commencé. Fait que maintenant, il y a des communautés, il y a des podcasts maintenant, tu sais. Fait que ça vient, je trouve, démocratiser. Tu sais, on parlait d'éducation. Ça doit aider, ça aussi, oui. Ça l'aide parce que sur le passage, il y a des gens qui ne sont pas en RH qui vont écouter ces médiums-là. Fait que ça... Je pense qu'on est en train d'en parler plus puis de vulgariser c'est quoi le rôle puis qu'est-ce qu'on peut apporter. Okay. Absolument. Puis, tu sais, pour continuer ces générations, moi, ma théorie là-dessus, là, en fait, c'est avec mes observations et tout ça,
au début, je traçais un peu plus une ligne entre les générations. Mais là, je me suis rendu compte que finalement, ce qu'on dit que oui, les aides ils ont amené, là, genre que oui, je veux que mon travail ait du sens, puis je veux que... Là, je me dis, mon Dieu, mais c'est... Enfin, eux autres se posent des questions qu'on devrait se poser depuis 100 ans là, au travail, tu sais. Fait que je me dis, c'est pas nécessairement une question de génération, c'est une question de gros bon sens. Tu sais. C'est ça que moi, dans ma pratique, j'essaie de dire aux gens. Tu sais, je pense qu'on gagnerait à intégrer un peu plus le travail dans nos vies, dans le sens où être moins séparer le travail et la vie perso pour faire en sorte que ça te gosse pas le lundi matin de rentrer travailler, au même titre que le vendredi à 5 heures, tu dis « Oh mon Dieu, enfin, la fin de semaine! Tu sais, de normaliser ça un petit peu plus pour que tu aies du fun au travail autant que tu en aies dans ta vie, dans ta vie personnelle. Tu sais. Mais tu vois, j'ai changé, moi, d'idée il y a quelques années. Avant, j'étais de l'école coupure. Oui. Tu sais, vie personnelle, vie professionnelle, du genre, si tu t'es chicané ce matin avec la personne avec qui tu partages ta vie, me regarde pas, moi, que tu arrives au bureau puis que c'est moi qui subis ça. C'est ça. Puis dernièrement, j'ai réalisé que quand j'arrive au bureau, je suis, avec ce qui sent de bon et de moins bon, l'entièreté de la personne que je suis chez moi. Et tu sais, moi, en tant que mère, avoir des enfants, ça m'a appris X choses que j'amène dans mon contexte de travail. En termes de compétences, je veux dire, là, mais qui font aussi que des fois, il y a des matins plus durs. Puis je suis pas obligée de le faire subir à mes collègues, mais d'être conscient que les gens sont pas juste ce qu'ils sont au moment où ils traversent la porte pour venir travailler, mais qui ont des contextes qui sont en eux. Ça nous permet de mieux comprendre le mien, de mieux l'approcher, de mieux évoluer avec lui. Fait que tu vois, moi, ça a été un tournant, là, 180, je dirais, pas 360, mais j'étais de l'école. Hey, non, on fait une coupure, puis c'est tout. Puis à l'inverse, je pense que maintenant, la personne, quand elle arrive avec tout un bagage, toute une personnalité, une expérience de vie qui peut être autant bien que mauvaise. Puis je pense que c'est à l'employeur de tracer des limites là où c'est trop. Mais je suis d'accord avec toi que l'entièreté de la personne, elle arrive. Puis si on réussit mieux à consolider les deux, effectivement, qu'on aura peut-être moins le lundi pesant. Oui, bien c'est ça. Puis aussi, on est tous différents, comme je disais tantôt, comme on disait tantôt. Puis il y a des gens aussi que ça fait très bien leur affaire de tout couper vendredi à 5 heures. Mais ça, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne dans l'entreprise. C'est pas tout le monde qui est pareil, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, je dis que je dis tant mieux se connaître pour mieux collaborer. Je fais des ateliers là-dessus en entreprise. Apprenez à vous connaître d'abord, tu sais. Pas être les meilleurs amis, mais simplement dire « Ah, cette personne-là elle est comme ça, tu sais. Fait que la prochaine fois, je vais l'aborder, mais ça va être plus simple. Fait que, tu sais, là, on déborde un peu, là. Tu dois être contente, on déborde un peu. Mais, non. Mais ça, tu sais, mais je trouve ça intéressant quand même, tu sais, parce que dans votre rôle de RH également, vous devez sûrement en entendre parler de ça, là, aussi, là. Ouais. Puis, mettons qu'on va dans un autre angle, tu sais, il y a les générations, que je trouve ça super que ça évolue, mais ça peut aussi peut-être être rattaché à un contexte. Je m'explique, là, dans le sens que moi, quand je parle à mes parents, là, eux autres, ils n'en reviennent pas, là, qu'on change, puis que... Mais eux autres, ils n'avaient comme pas le choix. T'sais, en tout cas, ben, c'est un... Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, mes parents étaient comme... Tu sais, c'était tellement difficile de trouver du travail que quand on en avait un, là... Même si on n'était pas bien, tu sais, mon père en est la preuve, il n'était pas bien dans son travail, mais il restait là parce qu'il n'y avait pas d'autres opportunités. Est-ce que nous, le fait qu'on est rentré dans un contexte où qu'on avait la chance de changer, ou peut-être qu'on a créé ça aussi, qu'on peut se poser ces questions-là de bien-être, puis de... Oui, mais encore une fois, je pense que la pandémie a beaucoup accéléré ça, mais je pense qu'avant ça, on se posait aussi la question. Là, mais au-delà de ça, je pense aussi que les priorités ont changé. Avant, on valorisait beaucoup le « Hey, j'ai été quelqu'un de loyal jusqu'à la fin ». Le fait d'être longtemps au même endroit, c'est ça qu'on valorise. Puis je pense que maintenant, on valorise le fait d'avoir eu la chance de vivre plein d'expériences différentes, d'être super polyvalent, puis d'avoir eu plusieurs chapeaux, puis pouvoir donc jouer avec ces chapeaux-là, puis gagner en expérience, puis expérience au sens de différentes choses. Donc, je pense que c'est aussi une question de... On n'a juste pas mis le focus sur la même chose. Puis c'est correct, honnêtement, là, j'ai
tout cas, j'espère que les deux ont leur plus-value pour ce que la personne, elle espère. Il y en a encore là, des gens dans notre génération là, je dis dans notre génération, mais ceux qui focus sur être là longtemps. Ouais. Tu sais, mon copain, par exemple, là, c'est quelqu'un qui est au même endroit depuis hyper longtemps. Pour lui, c'est ça qui est important. Ah oui, puis c'est ça. c'est bien dépend, correct. ça dépend des gens, c'est ça. Absolument. Il y a des gens qui aiment beaucoup qui aiment la stabilité, puis eux autres, bon, j'ai une bonne job, c'est réglé. Ouais, Tu sais, exact. Fait que moi aussi, ma conjointe est un peu comme ça. Ça fait 18 ans qu'elle travaille au même Wow. endroit, puis elle ne voit pas le jour où elle va quitter, là, tu sais. Puis, tandis que moi, il y a une opportunité de fun, je pense que je vais aller là. Tu sais, moi, c'est vraiment tout le contraire. Fait que, mais c'est aussi, vous devez dealer avec ces gens-là aussi en entreprise. Fait que c'est pas évident. On peut pas niveler par le bas, tu sais, en entreprise, tu sais, parce qu'on est tous des êtres humains uniques, tu sais. Fait que... Puis c'est en même temps, c'est ça qui fait que c'est beau, là, le travail qu'on fait, hein, quand même. Absolument. Oui, vraiment. Oui. On fait tu sais, autant dans notre recrutement, on fait tellement des belles rencontres. Puis moi, j'ai la chance de, tu sais, on est 90 ou ce qu'on est. J'ai la chance comme de connaître tout le monde. Tu sais, finalement, au final, des C'est fois, vrai, le département marketing parle peut-être pas aux développeurs parce qu'ils n'ont pas à collaborer ensemble. Fait que dans les événements, ils sont peut-être moins amenés à échanger ensemble. Mais nous, en RH, on a la chance de... On fait des accueils d'intégration, on parle aux gestionnaires, c'est un bon point quand même. On connaît tout le monde. C'est valorisant, ça, quand même. Vous êtes assez central, là, dans les... fait que ça, c'est... Oui, effectivement, c'est un bon point, ça. Ouais. C'est surtout très enrichissant. Oui. Au sens où on a la chance de voir les différents profils, les différentes tâches qui sont reliées à ça. Puis je pense qu'on en devient... le mot m'échappe. Mais on en devient grandi. Ouais. C'était le mot que je cherchais. On en devient grandi. Puis je pense que ça nous permet aussi, quand on parlait stratégie, ça nous permet de mieux voir les situations et les côtés de médaille. Ouais. Tu sais, je parlais d'être objective. Bien, quand tu connais les gens, leurs tâches, le contexte dans lequel ils sont, ça te permet d'être capable de mieux évaluer chaque côté de la médaille, puis d'avoir, tu sais, un peu la vision de chacun. Oui, bien, vous êtes chanceux aussi d'avoir... Vous avez la chance de vivre ça en même temps. Oui, on est dans... C'est un point important aussi en même temps là, que vous portez, mais aussi vous avez cette chance-là. On est tous les deux dans des entreprises, je vais dire à taille humaine, là, dans le sens que je vous comprends êtes pas, que... 2500, là? Non, c'est ça. Là, je comprends qu'à 2500, c'est impossible de connaître tout le monde. Là. C'est ça que la game est différente un peu. Exact. Mais je pense qu'on peut quand même développer le même mindset, même que les entreprises soient de 10 000 ou de 50, c'est plus difficile, puis ça demande plus de structure et tout ça. Là, mais...